La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du pôle Cergy, branche Paris-Île-de-France, je suis ravi de vous accueillir pour le webinaire Et si PMI, c'était aussi partager mon imaginaire. Je m'appelle Laurent, directeur du pôle Cergy, et je serai votre facilitateur aujourd'hui. Il y a 341 inscrits. Ce webinaire sera présenté par Christine Quinola. Cette conférence durera 45 minutes, puis nous consacrerons 15 minutes de questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions tout au long de la présentation dans la zone questions de l'outil. Le webinaire sera enregistré ainsi que tous les commentaires et questions posés au cours de la présentation. La rediffusion sera disponible en ligne dans quelques jours. Il vous donne droit à un PDU. Vous aurez toutes les informations à la fin du webinaire. Avant de donner la parole à Christine, voici quelques informations la concernant. Christine Quinola est spécialiste de projets en environnement industriel. Forte de 15 années d'expérience dans l'industrie du pétrole et du gaz, où les équipes sont internationales et elles collaborent à distance, elle a retiré une conviction de fédérer par la curiosité. Elle est convaincue que la connaissance de soi, l'écoute et la curiosité sont essentielles pour créer des solutions plus durables. Elle est désormais chef de projet freelance et dirige un organisme de formation en gestion de projet. Elle est membre du conseil d'administration des ingénieurs et scientifiques de France et également membre volontaire du PMI chapitre France. Elle y développe les activités de l'initiative Women by PMI. Je laisse maintenant la parole à Christine Quinola. Merci Laurent. Merci Laurent. Bonsoir à tous. Quand Laurent m'a demandé de parler pour cette conférence, j'ai hésité à utiliser le sujet de l'imagination. Mon univers, traditionnellement, c'est ce que vous voyez à l'écran. Les sites industriels, la technique, des choses très normées avec des méthodes très maîtrisées. Alors forcément, l'imaginaire, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit. L'imaginaire est vu comme une loufoquerie, comme une fantaisie, comme un divertissement. Pour moi, cependant, il n'en est rien. Je vais essayer de vous en convaincre aujourd'hui. Je vais commencer par vous raconter un ouvrage que j'ai commencé à lire début mars. Donc, c'est une dystopie qui s'appelle Après le monde. L'auteur, Antoinette Richter, alors je vais reprendre un peu ce que c'est qu'une dystopie. Une dystopie, c'est une fiction utopique avec un univers plutôt sombre. Donc, début mars, je pouvais encore gérer les choses sombres. C'était un peu moins le cas quelques jours après. Quoi qu'il en soit, j'ai démarré cet ouvrage et donc Antoinette Richter, l'auteur, a une vision de ce que le monde pourrait être dans quelques dizaines d'années. Enfin, c'est ce que je pensais initialement. Sauf que son roman se situe en 2022. Et donc, l'histoire démarre par un séisme, donc séisme, catastrophe naturelle, qui est déjà vécu par de nombreux pays. Mais ce séisme est majeur. Et donc, il entraîne la faillite du système d'assurance des États-Unis. Il entraîne la faillite du système de finance et d'assurance. Et par domino, par effet domino, le monde entier est perdu. Donc, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'argent. Au début, il y a la guerre. Enfin bon, donc j'ai arrêté de lire à ce moment-là la première partie, parce que c'était beaucoup trop sombre en phase de confinement. Donc, j'ai arrêté à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, mais ça, c'est un pouvoir, cette imagination qu'elle a eue. Elle s'est renseignée, donc, auprès
de spécialistes en assurance, auprès de spécialistes en finance, auprès de personnes spécialisées en ressources naturelles que nous utilisons aujourd'hui. Et donc, elle a fait des liens qui sont plutôt cohérents sur tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Et je me suis dit, mais ça, c'est puissant. Cet imaginaire est très puissant parce qu'il donne un scénario possible. Ce ne sera peut-être jamais la réalité, mais c'est un scénario possible. Et là, le mot, il est lâché. Le mot de scénario. Parce que pour moi, il y a aussi de ça dans l'imaginaire. C'est nous donner des outils pour pouvoir piloter l'incertitude. Pendant le confinement, entre mes 2 étapes de lecture de cet ouvrage, j'ai contacté des directeurs, des directrices d'opération, des responsables et des directeurs de projet pour leur demander ce qu'ils attendaient d'un chef de projet. Puisque moi, c'est une des questions pour laquelle, comment dire, je me questionne ou j'ai des doutes perpétuels. Qu'est-ce qui est attendu par un responsable de projet? Alors, on a quelqu'un qui n'entend pas. Qu'est-ce que nous attendons d'un responsable de projet? Donc, parmi les intervenants que j'ai eus, il y a eu plusieurs réponses. Donc, j'attends de mon chef de projet qu'il soit assertif. J'attends de mon chef de projet qu'il soit un bon communicant ou une bonne communicante. J'attends qu'il puisse gérer les plannings. J'attends qu'il ait une appétence, une curiosité sur les questions techniques. Et j'attends aussi qu'il sache gérer les budgets. Ces compétences étaient plus ou moins variées. Il y en a une qui est sortie systématiquement de la bouche de tout le monde, donc on va dire 100% de réponse pour celle-ci, c'est savoir accepter l'incertitude. Alors ça, c'est tout un sujet, savoir accepter l'incertitude. Et nous étions en plein dedans, en mai. Mais la question de l'incertitude pour ces responsables d'opération n'était pas liée qu'à la crise que nous vivions, elle est liée au fondement même de ce que c'est qu'un projet. Un projet n'est pas un plan figé, statique. Un projet, c'est un mouvement. Et donc, il faut accepter cette incertitude. Moi, je vous propose de développer votre imagination pour apprendre à accepter l'incertitude. Pourquoi? Quand vous n'avez pas de corrigé, là, on est dans la vraie vie. Il y a le devoir, les hypothèses, elles ont changé, il n'y a pas de corrigé, donc on va se confronter à des problèmes nouveaux. Où trouver les réponses? Ben, ce sera notre imagination qui nous permettra d'en avoir. J'ai un modèle, je pense que beaucoup parmi nous ont le même, qui est Léonard de Vinci. Alors c'est un modèle que je n'ambitionne pas du tout d'atteindre pour l'instant, parce qu'il est très ambitieux. Et donc Léonard de Vinci, c'est le symbole même de la personne avec une appétence pour des disciplines multiples. Il aime à la fois les arts, à la fois la médecine. Donc on a l'anatomie de l'homme de Vitruve, on a Mona Lisa au Louvre, les gens font encore la queue pour voir. Et puis il a toute sa vie d'ingénieur où il a réalisé des armes de guerre et il a aussi travaillé sur certains ouvrages pour l'aéronautique. Donc il a un profil très multidisciplinaire. Et quand on parle d'imagination, il y a déjà un travail qu'on a à faire sur soi, sur le fait de s'ouvrir à d'autres métiers, d'autres disciplines que celles qui font notre quotidien. Donc déjà, il y a ce premier travail-là, qui est ne pas attendre une crise pour lire, pour sortir, pour même chercher sur YouTube ou autre des influences diverses. N'attendons pas la crise pour ça. En revanche, quand elle est là, on sent quelque chose qui cogne là contre notre poitrine, qui veut nous terrasser, qui veut nous paralyser, c'est l'anxiété. L'anxiété de ne pas pouvoir décider, l'anxiété de ne pas pouvoir avancer. L'anxiété, en fait, c'est quoi? C'est on sent qu'un danger est là, on sent qu'un danger est imminent, on n'arrive pas forcément à le formaliser, mais il nous paralyse. Et donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut accepter ce moment-là. Moi, je vous propose une solution. Alors, bien sûr, elle est un peu rapide. Quand je dis ressourcez-vous, ce que j'entends par là, c'est l'anxiété, elle va vous prendre une énergie folle. Donc, comment vous pouvez vous créer des lieux où retrouver cette énergie?
j'ai une proposition à vous faire qui a l'air un peu simpliste, mais qui marche bien pour moi et du coup, pour quelques-uns de mes collègues à qui j'en parle, c'est le livre d'or. Vous savez, le truc un peu kitsch qu'on fait dans les chambres d'hôtes ou dans les restaurants. Sauf que là, c'est un livre d'or pour vous. C'est-à-dire que dans des moments où vous êtes en situation de stress, d'anxiété, revenez sur des recommandations que les gens peuvent faire pour vous, sur des mots forts où quelqu'un a pu écrire Salut Jean, j'ai apprécié travailler avec toi parce que Ghislaine, j'ai apprécié travailler pour toi parce que notez ces moments-là. Parce que quand tout va bien, on ne sait pas en savourer les bienfaits, mais quand on est en situation de stress et d'anxiété, ce sont des petits bonbons, des petits médicaments. En tout cas, c'est du vrai bonheur de retrouver ces choses-là. Et ça peut vous donner de l'énergie. Ça peut vous rappeler aussi votre force, puisque dans ces moments-là, on l'oublie. Donc, ressourcez-vous. Commencez déjà par retrouver votre énergie. Puis ensuite, il y a quelque chose qui est absolument important, en particulier parce qu'on vient du PMI. Le PMI, c'est pas qu'un logo, d'accord? Le PMI en France, par exemple, c'est un chapitre, c'est des bureaux, et c'est des personnes. Ce sont des personnes auprès de qui vous pouvez poser des questions si vous avez des difficultés sur vos projets. Donc, je vais vous dire une chose déjà, vous n'êtes pas seul. Pensez collectif. N'hésitez pas à poser vos questions. Pourquoi je parle de ça? Donc déjà, je vous disais, vous avez le PMI qui peut vous aider. Il y a un blog, il y a des articles, il y a des choses qui sont publiées fréquemment sur toutes les thématiques projets. Vous avez des webinaires, par exemple, donc celui-là, il sera en replay, il y en aura d'autres qui sont en replay. Ça vous donne déjà une bonne base pour trouver de l'air et de l'imagination pour votre projet. Et après, il y a d'autres outils. Dans l'ouvrage dont je parlais, puisque je l'ai fini quand même, je ne parle pas de livre dont je n'ai pas complètement fini l'histoire, donc dans l'ouvrage dont je parlais, Après le monde, il y a un lien très fort entre le fait que les gens se regroupent en communauté et partagent des compétences. Donc pour moi, ça ressemble énormément à l'univers d'un projet. Et donc quand je parle de pensée collective, je parle de comment créer ensemble des solutions après nos situations de crise. Donc là, vous vous êtes ressourcés, vous avez repris du poil de la bête, vous avez pris des nouvelles des différentes personnes auxquelles vous tenez, et maintenant votre projet. Donc, pensons collectif. Il y a une méthode dont on parle peu, qui est le pré-mortem, et ça revient exactement sur la notion de scénario dont je parlais un peu plus tôt. Le pré-mortem, en gros, c'est on ne va pas attendre que le projet se plante, on va se placer à sa fin. Donc, imaginons, vous faites votre kick-off, on est le 25 septembre, donc vous faites votre kick-off demain, votre kick-off interne, et donc vous décidez de discuter en équipe de ce que sera le projet à la fin. Donc, vous faites les scénarios, et si c'est ce qui se passe, et si, et si. Si je prends un exemple, et si le Brexit était voté, donc ça c'était il y a quelques années, et si il y avait une épidémie de moustiques tigres, enfin pas une épidémie de moustiques, mais une invasion de moustiques tigres. Donc tout ça, ça peut être des scénarios pour lesquels vous allez essayer d'apporter des solutions. Alors quand on manque d'imagination, moi j'utilise souvent, et je reconseille un outil de créativité qui s'appelle les chapeaux de Bono. Et donc, grosso modo, si on n'arrive pas à trouver soi-même les postures diverses, on peut essayer de faire un jeu pour prendre différentes postures. Donc, là, il y a 6 chapeaux, mais ça peut se jouer à 3, à 12, à 22. C'est pas forcément le chiffre n'est pas une contrainte. Donc, ça veut dire qu'on peut se mettre dans une posture de hyper pessimiste avec de la protection, tout verrouillé, tout cadré, une posture hyper optimiste où en fait le projet va super bien se passer, le client va être super content, tout le monde va être heureux sur le projet. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui parle en tout cas que le groupe puisse parler de la posture émotionnelle. Donc, à la fin du projet, comment les membres de l'équipe se sont sentis? Du point de vue de la créativité, oui, nous avons réussi parce que nous avons utilisé ce truc que personne n'avait pensé. On a utilisé Klaxoon ou Zoom alors que personne ne savait ce que c'était. Ça tombait bien. Les grèves ont été super sympas, nous ont donné des idées, par exemple. Donc, il y a déjà de la créativité qui est créée. Et tout ça, c'est
des outils qui vont vous permettre de stimuler votre imagination. Je pourrais vous en envoyer d'autres, mais le fondement que je veux vous donner, c'est que l'inspiration, dans ces moments-là, elle vient du collectif. Donc, je prends l'exemple des chapeaux de Bono. Il y en a un autre aussi qu'on pourra aborder, c'est celui du co-développement. J'ai un exemple personnel à vous donner. Le co-développement, j'avais fait un atelier de co-développement en 2019 où en fait on était différents profils, donc il n'y a pas de lien hiérarchique, c'est des groupes de travail réguliers. Et donc, dans mon groupe de co-développement, on devait décider de ce qu'était notre vraie question. Quel était notre problème réel? Et en situation de crise, des fois, on a du mal à formuler ce qu'est notre problème réel. Donc, initialement, moi, je venais avec une difficulté qui était, je n'arrive pas à faire communiquer les différentes business units de ma boîte. Donc, j'avais des associés et comment faire pour que ça se passe mieux. Et donc, mes co-développeurs étaient avec moi. En 2 séances, la question s'est transformée en peut-être que la difficulté que j'avais n'était pas sur le fait de rassembler les gens, mais sur le fait d'avoir envie de continuer sans me fâcher. Et ça, au fond, je l'avais sûrement en moi, mais en tout cas, le fait d'avoir fait cet atelier a permis de sortir la vraie question. Et donc après, chef de projet un jour, chef de projet toujours, les actions se sont déroulées et bien évidemment, voilà, il y a un planning, tout est fait, j'ai ma boîte, j'ai avancé sur ce projet-là. Donc c'est un type d'atelier que je vous recommande, le co-développement. Ça peut se faire entre chefs de projet d'une même boîte ou de plusieurs filiales. En plus, aujourd'hui, avec le distanciel, je pense que c'est carrément possible de le proposer à vos collègues, même étrangers, en fait. Et vous trouvez différentes méthodologies sur le net où on pourra en parler en question-réponse un peu plus tard après. Donc, il y a toute cette partie de se ressourcer, penser collectif, mais il faut aussi se rendre compte que ça, le penser collectif, ça marche quand on est dans un environnement sain. Et il y a des freins à l'imagination. Il y a des freins qui sont souvent liés à l'environnement dans lequel vous allez travailler. Donc bien sûr, quand tout va bien, on est joyeux. Là, je pense à mes années collège, donc voilà, on est super motivé, tout se passe bien. Mais il peut y avoir des stops, des freins. Et donc, par frein, j'en ai identifié différents types. Le premier, c'est tout simplement la peur. Donc tout à l'heure, on parlait de l'anxiété. La situation est nouvelle, on ne sait pas forcément ce qui va arriver. Sauf qu'il y a des peurs qui ne sont absolument pas liées à la situation en cours. Elles sont systémiques. Elles sont dans l'entreprise. Les gens ont peur de perdre le contrôle. Donc le process est très figé. Si je n'ai pas mes indicateurs remplis en temps et en heure, je ne sais pas où on en est. Donc ne plus avoir les gens sur le terrain, par exemple, ça peut être une zone de stress pour certains chefs de projet. Perdre le contrôle. Je ne sais pas où j'en suis. On peut avoir peur aussi que nos idées soient rejetées. Je n'ose pas imaginer un scénario B, C, D. La dernière fois que je l'ai fait, on s'est moqué de moi, on m'a traité d'incompétent, on m'a dit que de toute façon, j'y connaissais rien. Et donc forcément, la personne n'a plus envie, n'a plus du tout envie de s'exprimer. Et puis il y a la chose qui est la plus fondamentale, la plus dure à gérer, c'est la peur de l'échec. Dans les entreprises où j'étais, les managers valorisaient énormément le fait de tenter, le fait d'être persévérant, le fait d'être pugnace, c'est des mots qu'ils utilisaient. Et donc, c'est vraiment l'idée, on ne sait pas si ça va forcément porter, mais le fait d'y mettre de l'énergie et de l'engouement, ça peut amener son équipe avec soi. Et je vais vous donner un exemple pour relativiser. Quand j'ai interviewé les directeurs de projet, les directrices de projet, parmi les échecs qu'ils m'ont sorti sur leur projet, il y en a un qui m'a énormément touchée. Ils m'ont dit, pour eux, un projet, c'est un échec s'il y a l'intégrité physique ou morale d'un collaborateur qui est affectée. Tout le reste, on va réussir à gérer. Alors bien sûr, c'est difficile avec le client, bien sûr, on a des problèmes sur le risque, bien sûr, on ne sait pas si on va tenir les délais, mais si jamais il y a quelqu'un qui est blessé,
dans l'équipe, c'est un échec. Parce qu'ils ont tous une notion du côté humain du projet. Donc, en tant que chef de projet, vous n'êtes pas responsable hiérarchique, toujours, mais vous pouvez garantir cette possibilité de proposer des idées sans être moqué, et cette possibilité de tenter, quitte à limiter l'essai, mais en tout cas de tenter et de ne pas avoir de remontrance pour ça. Bien sûr, il y a le devoir d'alerte que vos collaborateurs devront porter. Donc la peur, c'est un premier frein. Il y en a un autre dont on parle peu, qui tue un peu l'imaginaire. J'aurais pu l'appeler métro boulot dodo, on pourrait l'appeler comme ça aussi. C'est le fameux on a toujours fait comme ça. Alors, je sais, il faut garder de l'énergie et ne pas réinventer la roue à chaque fois. Je suis complètement d'accord. En revanche, les habitudes, ou on a toujours fait comme ça, sont des façons de ne pas se renouveler. J'ai un exemple de... Alors, c'est une personne qui s'appelle Shonda Rhimes. Elle écrit des séries aux États-Unis, des showrunners, je crois. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle A Year of Yes, une année de oui. Et donc, c'est quelqu'un de très introverti, qui était dans sa coquille, qui adore écrire et qui n'a aucun problème avec ça, et qui a décidé pendant une année de dire oui à toutes les sollicitations qu'on allait lui faire. Donc, elle a changé ses habitudes. Elle a accepté de passer à la télé. Elle a accepté une chose qu'elle ne faisait jamais, c'est de parler en public devant les élèves de son école qu'elle avait quitté 10 ans auparavant. Et tous ces moments-là sont des moments qu'elle n'avait jamais osé franchir jusqu'à maintenant. Elle a travaillé ses habitudes, en fait. Elle les a contrariées. Et donc, elle s'est rendue compte que ça lui a permis d'écrire de nouvelles choses et que ça lui a permis d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc, l'imagination se nourrit déjà de ce qu'on fait différemment. Donc, il faut déjà avoir envie de ne pas faire comme on a toujours fait. Alors, bon, pareil, c'est un mot qui est un peu catchy, mais ce que j'entends par là, c'est de ne pas remettre en question, de se dire oh, bah, c'est trop compliqué, si on utilise cet outil, ça va prendre 3 jours, on a toujours fait comme ça, donc là, moi je vais pas forcément rentrer dedans. Or, donc je parlais tout à l'heure de compétences, donc c'était des compétences diverses et variées, il y a aussi la persévérance. Et donc c'est en opposition complète avec le fait de ne même pas essayer parce que on sent déjà l'énergie que ça va nous prendre. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut tout changer systématiquement sur son projet. Ce que je dis, c'est qu'il faut accepter que changer une habitude va nécessiter du travail. Et donc, se garder du temps pour ça. Ce travail-là va permettre de tester peut-être un nouvel outil. Et la dernière chose qui a à la fois un avantage, mais qui a ses inconvénients, c'est un avantage parce que l'individu, pour moi, c'est un puits d'imagination en soi. Et avoir des équipes les plus diverses et variées vous permet déjà d'avoir des points de vue différents, des histoires différentes, des versions différentes de ce que pourrait être votre projet, votre produit. Donc, c'est important d'avoir des individus. En revanche, ce qui est plus complexe, c'est que mettre l'individu au-delà du sens de tous peut parfois poser des problèmes. Et c'est une habitude dans beaucoup de systèmes de, comment est-ce qu'on peut dire ça, de bonification d'entreprise. Donc, on va valoriser l'individu et pas forcément le résultat d'équipe. J'ai un exemple d'un trophée qu'on est en train d'organiser avec une des associations dans laquelle je travaille, où cette année, donc il y a des trophées individuels, et cette année, ils vont faire un trophée, elles vont faire en l'occurrence un trophée équipe qui va récompenser une équipe complète. Elle va présenter son projet. Et puis l'idée, c'est de laisser les introvertis prendre les honneurs aussi, mais en étant en équipe. Ils n'oseraient pas forcément candidater au trophée tout seul. Donc là, on mettra en valeur une équipe. Donc on a parlé de la peur, des habitudes, mais il y a encore un frein qui est un peu plus insidieux, un peu plus perfide, qui est la technologie. Alors la technologie peut être une solution dans beaucoup de cas. Or, j'ai remarqué qu'il y a des mauvais usages qui en sont faits. Par exemple, j'ai certaines personnes qui sont les outils de leurs outils. Par cela, j'entends qu'ils passent tellement de temps
il ou elle d'ailleurs, tellement de temps à insérer des données, à mettre de l'information, à voilà, remplir des fichiers, des sous-fichiers et autres, que finalement, la valeur ajoutée qu'apportait l'outil, elle est complètement perdue par le fait que, comment dire, on ne sait plus qui est l'outil de l'humain ou du logiciel ou du smartphone ou de l'appareil. Donc, il peut y avoir un mauvais usage fait de la technologie. Il peut y avoir aussi une difficulté face au fait que ça change énormément. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je sais, j'ai l'air très très jeune, mais il y avait encore des disquettes. Et voilà, j'en ai utilisé quelques années. Aujourd'hui, on est sur du cloud. Le disque dur, voilà. Donc, on est sur du cloud. Ça passe très très vite, ça change très vite. Et là, je prends un exemple de l'informatique. Ça peut aller dans d'autres domaines également. Donc, comment être toujours à jour? Ça peut faire peur, cette rapidité de la technologie. Donc après, ça a accompagné. Moi, il y a une chose que je répète systématiquement en formation, c'est qu'on est le mot en continu, il n'est pas anodin. On n'arrête jamais. Et il faut accepter que parfois, on se retrouve dans des situations d'incompétence, et ce n'est pas grave. On s'y remet, et je vais vous recommander comment est-ce qu'on appelle ça? Un TEDx de Josh Kaufman qui dit qu'on peut apprendre tout ce qu'on veut en 20 heures. C'est très décomplexant et ça revient un peu à l'imaginaire en gros. C'est qu'est-ce que vous avez envie, vers quoi vous vous projetez et comment vous déployez les actions pour mettre ça en place. Donc ça peut être une idée pour vous rassurer sur le fait que de toute façon ça va bouger, mais au moins il faut commencer de toute façon sur la technologie. Il y a l'autre chose qui est aussi concernant la technologie, c'est la surcharge d'informations. Je prends un exemple d'exercice que j'avais eu moi pour ma certification PMP, donc Project Management Professional, qui était de calculer le nombre de canaux de communication sur un projet. Et à l'époque, le calcul, il était simple. En gros, on faisait les canaux de partie prenante à partie prenante, donc de personne à personne. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, entre les WhatsApp, les Teams, les Slack, les Telegram, les SMS, les emails, le chat et tout ce genre de canaux de communication, on peut se retrouver débordé par les informations et en perdre. Donc ça, c'est la partie communication en interne. Et puis, il y a aussi le côté infobios qui reviennent systématiquement et vous nourrissent parfois. Donc, si je reviens sur le cas de la crise, de façon très anxiogène encore. Et donc, faut savoir aussi s'éloigner de cette surcharge. Prendre l'information sur un temps donné. Donc, peut-être ritualiser ces moments où vous êtes sur des process de créativité autres et ne pas vouloir tout changer tous les matins. Ça, c'est ma recommandation. Il y en a une autre que je souhaite vous porter là, c'est on parle beaucoup d'imagination. Pour moi, l'imagination, c'est ce qui va être un peu dans le futur, vous voyez, dans la projection. Mais il y a aussi des histoires, il y a de l'existant. Et c'est des histoires dont on n'a pas forcément entendu parler, qui peuvent vous nourrir. J'ai plusieurs exemples dont je pourrais vous parler. Il y en a un qui me vient en tête en premier, c'est celui d'une PMO, Project Management Officer, on va dire, qui s'appelle Marissa Silva. J'ai eu l'occasion de l'interviewer début juillet. On s'est fait une conférence fort sympathique où je présentais son nouvel ouvrage. Donc, il existe en anglais depuis quelques années déjà, mais il a été traduit en français cette année. Et donc, son ouvrage s'appelle Contes pour les chefs de projet. En gros, elle prend les histoires d'enfance de la plupart des pays européens et elle y porte des métaphores sur ce que peut être un apport à la gestion de projet. Et ça, je trouve ça très intéressant pour la partie imagination. Parce que des fois, vous pouvez ne pas avoir rencontré une difficulté sur votre projet. Vous pouvez ne pas avoir, vous pouvez ne pas encore avoir eu à piloter un projet. Et avec ce type d'ouvrage,
vous gagnez déjà en expérience, puisque vous avez des petites astuces qui vous sont déjà amenées par des contes. En plus, ça se lit très facilement. Franchement, ce livre, vous pouvez le prendre et le feuilleter le soir avec vos enfants. Et donc, vous lisez la partie chef de projet pour vous, mais vous lisez la partie conte pour les enfants. Ça passe très, très bien. C'est un livre multi-usage. Donc, je disais, cet ouvrage-là, pour moi, il a une vraie source d'inspiration. En plus, ce que je dis souvent, c'est que la métaphore, elle est, comment dire? Oui, c'est vraiment une façon d'imager et de trouver des réponses à nos questions dans la vie des autres. Donc, c'est topissime. C'est clairement l'inspiration. Après, il y a un côté tri. Donc, par tri, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que donc, elle a choisi, par exemple, des histoires très typiques. Vous allez voir que quand vous devrez parler de vos projets, tout n'aura pas forcément d'intérêt. D'accord? Et vous aurez toujours cette question à vous poser, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de cette histoire? Donc là, c'est ce qu'elle fait dans ses tips, dans ses astuces qu'elle donne. Qu'est-ce que j'attends que les gens retiennent? Donc quand vous racontez vos projets, vos histoires de projets, ayez ça en tête également. Il y a une partie que je trouve intéressante quand on parle de l'anxiété également, c'est tout ce qui concerne la gestion de l'émotion. Donc, vous devez entendre, vous devez lire un peu partout en ce moment, l'intelligence émotionnelle, c'est top, il en faut et autres. Sauf que dans cette partie intelligence émotionnelle, on a toujours une vision très externalisée de ce que ça peut être. C'est-à-dire comprendre ce que les autres veulent, ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent, afin de développer une empathie et pouvoir éventuellement les faire adhérer ou fédérer pour mon projet. Sauf que dans la partie intelligence émotionnelle, donc ça fait partie d'une de ces histoires, par exemple, elle explique qu'il y a aussi la partie se connaître soi. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de se ressourcer, de savoir quand on sent l'anxiété qui nous frappe à la poitrine, qui veut nous paralyser. Donc gardez bien ça en tête, c'est une de vos émotions. Il faut que vous puissiez être capable de vous isoler dans ces moments-là où vous êtes en anxiété pour vous ressourcer. Donc l'intelligence émotionnelle commence par la connaissance de soi, comprendre nos émotions à nous. Une fois qu'on a compris ça, on peut peut-être plus facilement imaginer des solutions et des scénarios nouveaux. Les histoires passées, toujours dans le côté inspiration, peuvent aussi être des histoires de reconnaissance. J'étais à New York en 2019 et bon, j'ai fait le truc touristique de base, je suis allée à l'Empire State Building. Et j'y allais vraiment pour la vue de New York. Et quand je suis rentrée, j'étais absolument enthousiasmée par le fait que les équipes qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage soient mentionnées. Il y a des photos, il y a des noms, on sait qui faisait quoi. Il y a le Gantt, si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Vous mettez un message en perso après. Il y a même le Gantt du projet. Et donc, apprendre à communiquer sur ces histoires de projet, c'est aussi une façon de garantir la reconnaissance de ces équipes. Donc, les histoires pour l'inspiration et les histoires pour la reconnaissance. Mais après, il y a différentes façons de faire partager son imaginaire et son passé. Et donc, ça m'amène à parler de quelqu'un qui, je crois, a commencé à travailler en 1894, donc un peu plus longtemps que moi. Et donc, elle s'appelle Alice Guy. Je ne sais pas si vous connaissez Alice Guy, mais moi, je ne la connaissais pas il y a quelques semaines. Alice Guy, elle était secrétaire chez Gaumont en 1894, donc, et elle a proposé à son patron de réaliser des films donc, pour mettre en valeur les produits que Gaumont réalisait au démarrage. Donc, elle aimait lire. Son père était libraire, elle a voyagé, elle a vécu au Chili, et elle adorait les histoires. Elle adorait les visuels aussi. Et donc, elle a commencé à faire des films, elle est partie elle en a fait énormément. Elle a rencontré des gens comme Eiffel, comme la famille Gaumont, comme les frères Louis Lumière.
elle a commencé à créer son équipe de réalisation. Et donc, il y a une chose que je trouve qui est particulièrement intéressante, donc mis à part le côté inspirationnel, puisque franchement, la famille Gaumont, à ce moment-là, n'imaginait pas du tout le cinéma. Vous voyez, ils voulaient vendre leur phonographe, phonomètre, je sais plus, voilà, leur début de caméra, on va dire. Et donc, c'était ce qui comptait. Et ils n'avaient pas forcément pensé que ça pouvait devenir une industrie. Et donc, voici cette jeune dame, voilà, Alice Guy, qui arrive et qui propose, avec son imagination, une façon d'utiliser un produit de l'entreprise complètement différemment. Et en plus, il y a une chose que je trouve particulièrement intéressante pour vous, pour nous, chefs de projet, c'est que c'est l'une des premières à avoir fait les making-of. Alors, vous savez, c'est les documentaires qu'on voit sur comment le film il a été réalisé. Donc, ça peut être juste à la fin du film. À l'époque des DVD, il y a très longtemps, c'était sur les bonus du DVD. Aujourd'hui, vous pouvez les voir en documentaire particulier sur les chaînes, voilà, les chaînes de vidéos à la demande. Et donc, j'adore cette idée de making-of. Pourquoi? Parce que je me dis que les termes comme rétex, retour d'expérience, des fois, ils sont un peu... Donc déjà, alors, si je reviens sur les chiffres, quand j'ai posé la question au directeur de projet, directrice de projet, il y en a très peu qui font des retours d'expérience. En tout cas, ils sont peu formalisés. Et j'en suis venue à la conclusion que l'informel permettait d'avoir la connaissance, mais que peut-être que le terme expérience faisait un peu peur. Donc je me dis, si on doit justement partager son imaginaire, là j'ai envie de partager le mien. Si on faisait des making-of de nos projets, donc peut-être que ça attirait plus de questions, plus de personnes pour venir au making-of du projet. Et même, allons plus loin, si on faisait les bêtisiers du projet. Alors bêtisier, l'inconvénient, c'est que ça parle que des choses qui ont un peu planté, et si possible, qui se sont bien déroulées. Mais en tout cas, ça peut faire venir un peu plus facilement du monde pour ce type d'événement. Et donc, Alice Guy, elle a inspiré tout ça. Donc, making of, bêtisier, c'est un peu plus mon imaginaire qui part. Alors, j'ai également posé la question sur l'avenir de la gestion de projet, puisque là, vous voyez, on parle beaucoup de l'imaginaire, et moi, j'ai eu des doutes à un moment sur le métier. Je ne sais pas si c'est au bon public à qui je le dis, mais en tout cas, il y a beaucoup de questionnements. En particulier parce qu'il y a certaines parties de méthodologie agile qui sont très collaboratives et qui finalement travaillent en expertise forte et peuvent se passer d'un chef de projet. En tout cas, la structure du Scrum, par exemple, avec le Product Owner, le Scrum Master et les développeurs, change un peu de ce que c'est qu'un projet traditionnel. Donc, j'ai posé la question pour savoir, est-ce que la gestion de projet, elle avait un avenir pour les directeurs d'opération qui étaient là? Et donc, je vais nous rassurer tous, 100% oui. Oui, la gestion de projet a un avenir. Donc déjà, bon, je me dis, je ne suis pas la seule dans cet imaginaire. Là, on partage ensemble. On a un futur. On a un futur. Mais on a un futur. Après, on a parlé d'imaginaire. Super. Et maintenant, on se bouge à l'action. Donc, je vous résume ici tout ce qui peut faire, tout ce que nous pourrions tous faire afin de partager notre imaginaire au mieux. Donc là, on va être dans l'itératif, un peu en mode agile. Donc d'abord, premièrement, on se ressource. On trouve l'énergie là où elle est. On a une vie professionnelle, une vie familiale, une vie sociale, des croyances diverses et variées, des loisirs divers et variés. Qu'est-ce qui nous donne le plus d'énergie? Eh bien, si vous le trouvez, gardez du temps pour cette ressource-là. Ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être de la broderie, ça peut être du bricolage. En tout cas, gardez cette ressource pour apaiser votre anxiété. Et ce sera plus facile en situation de stress, de crise, d'avoir ce type de, comment dire, d'échappatoire pour justement évacuer votre stress.
Après, il y a toute la partie inspiration. L'inspiration, ça se fait en continu, ça se fait avec vos lectures, ça se fait avec vos films, ça se fait avec vos BD, ça se fait avec vos enfants, vos neveux, vos copains de foot ou de danse, voilà. L'inspiration, elle est partout, sous réserve qu'on la cherche. Alors, je parle de se protéger, c'est différent de se ressourcer, parce que ce que je veux dire par là, c'est parfois, il peut y avoir dans les inspirations des choses qui sont écrasantes. Je vous parlais tout à l'heure de Vinci. Donc, j'ai bien conscience que je ne serai pas de Vinci, mais rien ne m'empêche d'en prendre ce dont j'ai besoin. Donc, par exemple, moi, j'ai noté le côté multidisciplinaire. Il y a des personnes qui peuvent vraiment vous donner l'impression que vous ne serez jamais, jamais à la hauteur. Donc, protégez-vous de ça aussi. Acceptez que votre imagination, peut-être qu'elle ne sera pas acceptée dans telle entreprise ou sur tel projet, mais persistez, continuez. Et puis, encore une fois, on est dans une belle communauté que le PMI, donc il ne faut surtout pas hésiter à partager, à venir aux événements et à partager. Donc, toujours pour l'action, donc c'est protéger, se décider. Alors, là, on va revenir sur une des choses qui m'inspire, moi, c'est la philosophie. Alors, il y a un philosophe qui est plutôt abordable, qui s'appelle Charles Pépin, et qui explique la différence entre le fait de choisir et de décider. Je vais vous faire ça en raccourci. Choisir, c'est avoir tous les éléments en main pour passer à l'action. Donc après tout, voilà, on y va, on choisit. Et se décider, c'est y aller même quand on n'a pas tout en main. Vous voyez un peu la différence, même quand on n'a pas tout en main. Et ça, c'est clairement le cas des situations que nous vivons en ce moment. À un moment, il faut choisir une direction, il faut choisir une voie, mais on n'a pas tous les éléments. Alors on se décide. Ce sera la voie A. Ok, c'était pas la bonne. Alors il faut se pardonner. Il faut se pardonner, il faut en parler en équipe. Il faut expliquer pourquoi on a pris cette décision. Mais il faut assumer aussi qu'on peut se planter. On revient sur l'échec de tout à l'heure, on peut se planter. Et donc on se pardonne. Et on recommence, on se ressource, on s'inspire, on se protège, on se décide. C'est complètement itératif. Vous voyez, ça change un peu de ce qu'on dit sur la gestion de projet, le fameux triptyque coût, délai, périmètre. Je pense que tous, vous le vivez plus ou moins, sauf que parfois vous oubliez la force de l'imagination. Et moi, mon imaginaire, en fait, celui que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, il me dit que il y a énormément de sujets intéressants, il y a énormément de sources, il y a énormément d'histoires, mais finalement, penser un projet en scénario, en possibilité, et si on faisait comme ça, et si on essayait ça, et s'il se passait ça, vous voyez, tout ça, c'est l'imaginaire finalement. Donc j'espère qu'on partagera avec vous une lecture qui m'a fait peur, je dois l'avouer, mais qui m'a inspiré aussi. Je vous ai partagé mon imaginaire. J'espère que vous aurez envie de partager le vôtre également. Il faut savoir que je sais que c'est très difficile pour un chef de projet ou une chef de projet de prendre la parole en public. Ça fait partie des choses qu'on réalise avec Women by PMI. On va démarrer dans quelques semaines. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me contacter. De plus, il y a le chapitre France qui va lancer le mentorat. Donc le mentorat, ça peut vous aider aussi à penser en collectif, à récupérer des histoires de vie qui vous donnent des bonnes métaphores à appliquer à vos projets. Donc le mentorat, ça peut être ça aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter pour ce type de sujet. Alors, je suis joignable ici. Donc ça, c'est mon email pro. Je suis aussi sur LinkedIn, sur Twitter. Pas très souvent, mais voilà, sur Twitter. Ça fait partie des choses que je fais pour me protéger, pas trop Twitter. Et sur Instagram, je partage mes lectures, mes visites de musée ou des petites choses que je peux faire pour changer un peu de mon quotidien.
Et que dire d'autre si ce n'est merci et that's all, folks. Je vais laisser la parole à Laurent maintenant. Merci beaucoup. Très bien, Laurent? merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. Eh bien, nous allons démarrer la séance de questions-réponses. Tout d'abord, pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans la zone questions de l'outil et Christine se fera un plaisir d'y répondre. Donc, première question qui n'est pas tout à fait une question, mais une personne est intéressée par le Gantt de l'Empire State Building. Pas de Tu en, souci. tu en as parlé, Alors, faut donc m'envoyer un email. Faut m'envoyer un email, je vous l'envoie. Je l'ai pris en photo, j'étais passionnée par celui-là. Donc, je vous l'envoie. Envoyez-moi un email sur non, mais voilà, christine.quinola@calirox.com. donc cette personne, donc Vincent Suivant le nom en Thierry, question, voilà. a mis son adresse email dans la zone question, donc elle sera visible. Très bien. Je le note. Une autre question. Voilà, donc une question. Est-ce que le project manager a nécessairement besoin d'imagination pour dérouler un plan de gestion des risques? Alors, je vais dire une chose. De son imagination à lui ou elle, non. En revanche, il faut qu'il soit capable de laisser les autres parler. Quand vous êtes sur un projet très technique ou très sensible avec des enjeux forts, vous pouvez ne pas maîtriser tous les risques et n'avoir aucune imagination de ce qui pourrait plus ou moins bien se passer. Mais il faut que vous soyez capable d'entendre et de poser la question aux autres. Et donc, ça revient un peu sur ce que je disais sur l'imagination. Souvent, on l'a pas soi-même parce qu'on a des maîtrises techniques, on a des choses qu'on possède soi et on n'a pas la réponse à tout. Partager son imaginaire, en tout cas avoir de l'imagination, pour moi, ça veut déjà dire qu'on accepte qu'on ne sait pas tout et qu'on va aller se confronter à l'imagination des autres. Voilà, donc on n'a pas besoin d'être un super créatif ou super imaginatif pour faire son analyse de risque. En revanche, on a besoin du collectif, donc de l'imagination des autres. J'espère que ça suffit, Ouais, très bien, merci beaucoup que ça répond. Christine. Une autre question. À ton avis, dans les formations chef de projet, faut-il désormais créer un atelier imaginaire du chef de projet? Faut-il des modules orientés création, créativité? Alors je sais j'ai certains clients qui viennent me voir pour parce il y a des mots tendances hein, aujourd'hui. Donc il y a des gens qui viennent me voir en disant oui, on veut pouvoir développer des solutions différentes. Est-ce que vous pouvez ajouter du design thinking ou d'autres choses? Et donc c'est des mots que les gens collent à tout ce qui est concevoir différemment en fait. Et pourquoi pas après tout? Donc moi je sais que j'ai déjà des demandes sur un type de façon de créer différemment qui est le design thinking. Euh, des ateliers de créativité de façon standard, moi j'en ai fait sur des chefs de projet expérimentés. Sur les nouveaux, je pense qu'il est important de déjà maîtriser la base, de comprendre tout ce qui est communication. Et puis ça pourrait être, on va dire, un niveau 2, en fait. Ça, euh, alors je le dis pour deux raisons à niveau 2, parce que parfois quand on est chef de projet, on récupère un cahier des charges, un imaginaire qui est déjà figé, qui est déjà construit par, enfin figé, qui est déjà construit par un client. Il y a déjà une attente, il y a déjà un service avant-vente qui a commencé à préparer des choses. Et souvent, le temps, il fait défaut. Donc, on ne va pas tout rechanger à ce moment-là. Mais quand on acquiert une certaine habitude de gérer les projets, on peut gagner en confiance en soi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai parlé du fait d'avoir peur de prendre la parole et de se tromper. Une des choses que j'ai remarqué, c'est quand on prend aussi du galon sur ces projets, on va oser aussi plus proposer des solutions alternatives. On va oser poser des questions à d'autres. Alors ça, c'est une chose, mais les juniors qui arrivent, ils peuvent avoir une vision différente. Je sais qu'avant, dans certaines boîtes, on faisait des rapports d'étonnement pour les personnes qui arrivaient nouvellement. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce type de point de vue. Donc, est-ce qu'on l'ajoute systématiquement en formation? Je dirais que non. En revanche, je pense que ça pourrait faire partie des formations qui sont plus compétences complémentaires pour passer à un niveau au-dessus en gestion de projet.
Mais je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de gens qui s'appellent chefs de projet aujourd'hui, qui ne, comment est-ce qu'on peut dire ça? Qui ont besoin déjà d'avoir les compétences basiques dont on parlait au démarrage de la session. Donc tout ce qui est assertivité, gestion des plannings, gestion des budgets. Et ça déjà, ça prend du temps. Donc je le mettrai à un deuxième niveau. Très bien, merci Christine. Une nouvelle question. Alors tout d'abord, bonjour, merci pour cette présentation très inspirante. Merci. Comment embarquer un environnement hostile vers l'imaginaire en évitant le contre-coup des experts? Alors ça, c'est un biais dont je parle souvent. C'est le biais de on a toujours fait comme ça, de toute façon, vous êtes qui pour venir nous dire de faire différemment? Alors, faut essayer de tourner les questions. Donc, déjà, pourquoi l'environnement est hostile? Je ne sais pas si on a la question. Est-ce que c'est parce que vous êtes la seule personne non experte dans le lot ou vous êtes nouvellement arrivé? Je ne sais pas. Est-ce que la personne peut détailler? Je regarde. Moi, j'interprète la question comme vraiment, on faisait comme ça, on fait comme ça, et vers l'imaginaire, c'est quelque chose de disruptif, de nouveau, et il y aura toujours des réticences de la part des experts. Donc, Alors, moi, je pense que d'accord. voilà, c'est la réticence des experts à changer les. Ok. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je dis, ce que je préconise, c'est si vous êtes dans un environnement hostile, c'est évident que enfin, on va appeler ça la gestion du changement, en fait, ne viendra pas par le fait d'imposer des choses aux experts. Donc, vous avez deux options. Toi, tu as toujours voulu installer quoi sur le projet? Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait toujours dû mettre? Vous serez étonné des fois des réponses, pardon, que des experts peuvent vous faire. Oui, mais moi, j'avais dit qu'on aurait dû, je sais pas, tester le cloud. J'avais lu un article dessus il y a 15 ans, enfin, ou il y a 8 ans, et peut-être qu'on aurait dû mettre tout là-dessus. Moi, je pense qu'il faut sauvegarder nos données différemment. Je pense qu'il faut archiver différemment. Je pense qu'on peut gérer nos documents plus simplement. Et donc, juste en leur posant la question, et ah oui, il y a aussi le niveau de réunion. Donc, quand vous êtes dans un environnement hostile, que vous l'avez identifié comme hostile, peut-être qu'il ne faut pas aller voir les gens en groupe. Donc, commencez par faire du one-to-one, donc du visu à visu, pour vraiment comprendre d'où vient l'hostilité et demander sincèrement. Donc là, on est dans l'écoute aussi. Je pense que c'est une compétence que j'avais notée en communication, dans l'écoute de ce que l'expert peut vous apporter. D'accord? Parce qu'on ne sait pas tout, nous, en tant que chef de projet, et c'est pas parce qu'on a envie de faire différemment que les autres n'ont pas déjà des propositions qui sont prévues. Donc, l'environnement est hostile. Peut-être que nous aussi, dans notre façon de présenter le changement, on a été un peu trop guerrier. Donc, il faut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on a présenté cet appel à l'imaginaire. L'injonction à l'imaginaire, je n'y crois pas. Je sais, hein, quand je vous dis partager mon imaginaire, ça peut paraître contradictoire, mais l'écoute, c'est. J'avais commencé à faire la présentation en disant qu'il nous faut être une oreille auprès des autres pour partager notre imaginaire. Il nous faut être un cerveau pour apprendre à faire le tri sur tout ce qu'on note et des mains, des jambes, enfin, des mains pour tout dérouler et pour agir. Et donc, il faut avoir cette idée en tête de l'oreille avant tout. L'oreille sur la veille technique qu'on peut avoir auprès des autres, l'oreille sur ses collaborateurs, l'oreille sur son client, l'oreille sur ses usagers, si on est sur des métiers, des projets avec des usagers. Donc, on est une oreille avant tout. Et après ça, on peut partager un imaginaire. De tout ce que j'ai entendu, voici ce que je pense que le projet pourra être. Donc, une oreille avant tout. D'accord. Donc, j'ai eu la précision de Salma par rapport à ta question, Christine. Donc, Salma a répondu, experte en projet, pas dans le domaine où j'interviens. D'accord. Faut être humble. Faut accepter de dire que tu vas décider des fois, que tu vas prendre les informations. Pardon, je tutoie, excusez-moi. Salma, pardon. Donc, je vais dire qu'il faut être très humble.
accepter qu'on ne sait pas tout en tant que chef de projet. On est expert, donc à un moment, il faudra qu'on prenne des décisions. C'est un peu ce que je disais avec Charles Pépin. Donc, il faudra que vous expliquiez à ces experts techniques que vous êtes là pour décider, mais que s'ils veulent des décisions qui vont en cohérence avec leur expertise, il faut qu'ils vous donnent les billes. Et donc, prendre ce temps de vous expliquer c'est quoi la problématique projet. Donc, expert de projet, pour eux, pour beaucoup de gens, on n'existe pas. Hein. C'est pour ça que j'ai posé la question de est-ce que la gestion de projet a un avenir. Il faut vraiment vous dire que c'est un métier que tout le monde ne reconnaît pas. Voilà. Donc, y aller en toute humilité. Très bien, merci beaucoup. Une autre question. Comment favoriser l'imagination des autres? Alors, tout à l'heure, quand tu m'as présenté, Laurent, tu parlais du fait que je disais que la connaissance de soi, c'était l'une des grandes convictions que j'ai acquises sur la gestion de projet. On ne peut pas changer les autres, on peut les écouter, mais on ne peut pas les changer. On peut créer un cadre où ils ont le droit de se planter, on peut créer un cadre où ils ont le droit de parler, où ils ont le droit de tester. Ça, on peut le faire. Il y a des boîtes qui font ça, il y a des boîtes qui autorisent leurs collaborateurs à utiliser les outils pour faire des choses pour leur projet personnel. Donc ça, on peut le faire, mais on ne peut pas demander aux gens d'être, comment dire ça, d'être curieux, en fait. Voilà. Donc on peut favoriser la curiosité en mettant des choses à disposition, mais c'est pas une exigence. Je sais pas comment dire. On peut guider, mais ça ne peut pas être une exigence. Et alors, pour info, je sais qu'il y a certaines personnes qui proposent aujourd'hui donc, vous savez, il y a le quotient intellectuel, et il y a des gens qui proposent le quotient de curiosité aujourd'hui pour savoir faire des tris au recrutement. Euh, voilà, un tel, il est curieux, donc c'est forcément ce type de profil qu'il me faut. Juste pour vous donner une info, la curiosité, elle peut être très différente selon les moments de notre vie. Et dans tout ce qui est compétences douces, il y a je reviens sur le côté injonction et je veux vraiment pas que ce soit vu comme ça à cette conférence. Il y a des moments dans la vie où c'est plus ou moins facile d'être imaginatif et des moments où ça l'est moins. Et quand je parle de ressources, les parties prenantes de votre entreprise, vos collègues, ce sont des personnes et elles ont peut-être des moments, des temporalités différentes de vous à ce moment-là et mettre leur créativité sur autre chose que le projet. Et ça, il faut l'accepter. Peut-être qu'ils ont une difficulté d'organisation personnelle, qu'ils ont quelqu'un qui est hospitalisé. Et donc, c'est dans ces endroits-là qu'ils vont mettre leur créativité, pas sur votre projet qui, du coup, devient secondaire. Donc, il faut accepter aussi qu'on n'est pas la priorité de nos collègues. Très bien, merci beaucoup Christine. Donc je propose de clore cette session Merci à vous. questions-réponses. Merci beaucoup pour d'avoir répondu aux questions des participants. Juste un petit commentaire dans la zone questions. Une question, c'est est-ce qu'on aura le support de la présentation? Non, mais il y aura le replay de ce webinaire puisqu'il a été enregistré. Donc, vous recevrez le lien très rapidement et donc vous pourrez revoir et réécouter donc le webinaire de Christine. Pour conclure, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Toutes les réponses aux questions seront disponibles dans la prochaine newsletter, donc du mois d'octobre. Voici les informations donc pour déclarer vos PDU et en parallèle, un mail vous sera aussi envoyé. Une enquête de satisfaction sera en ligne juste après la clôture de ce webinaire. Alors, merci à tous pour votre participation. Un grand merci à Christine Quinola pour cette présentation. Merci à Cécilia pour la préparation et à Luc André et son équipe pour le support technique. Ne ratez pas nos prochains webinaires. Les informations sont sur le site PMI France comme d'habitude. Bonne soirée à toutes et à tous et merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.